Ah, les voyages d'affaires en Israël. Une question revient sans cesse sur le tapis. Comment déduire les frais? C'est un point absolument essentiel qui peut vraiment changer la donne sur le plan fiscal. Ça peut paraître un peu une usine à gaz, mais en fait, c'est surtout une question de méthode. Allez, on va décortiquer tout ça. Avant même de cliquer sur réserver ce vol, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ce voyage va permettre de payer moins d'impôts? La réponse n'est pas toujours évidente, mais elle est cruciale pour qui veut gérer ses finances intelligemment. Alors, pourquoi on insiste autant là-dessus? C'est tout simple. Chaque shekel qui est justifié comme une dépense professionnelle, eh bien c'est un shekel sur lequel on ne paiera pas d'impôt. C'est aussi mécanique que ça. Et attention, l'impact est double. Il ne s'agit pas seulement de l'impôt sur le revenu. En faisant reconnaître ces frais, on diminue aussi la base sur laquelle sont calculées les cotisations sociales, le fameux Bitwa Lehomi. C'est donc un gain sur 2 tableaux. Pas mal, non? Ok, mais alors, comment le fisc décide si une dépense est acceptable ou pas? Pour ça, il faut juste comprendre sa logique. Et heureusement, il y a une règle d'or, un principe de base qui éclaire toutes les décisions. Et la voilà, cette fameuse règle. C'est simple, mais c'est strict. La dépense doit aider directement à faire entrer de l'argent. Le mot-clé, c'est directement. Ce n'est pas juste une question d'être utile ou pratique, non. Il faut que ce soit essentiel pour générer du chiffre d'affaires. C'est le premier filtre et le plus important. Concrètement, ça donne quoi? Partir rencontrer des clients, faire de la R&D, aller sur un salon pro, ça, c'est oui. Le lien avec les revenus est évident. Par contre, il y a des pièges. Si le voyage sert à acheter du matériel, là le fisc considère que le coût du voyage s'ajoute au prix de l'actif et il sera amorti sur plusieurs années. Et puis, un point très actuel, si une signature peut se faire électroniquement, le déplacement ne sera pas jugé nécessaire. Bon, disons qu'on a une dépense qui semble totalement légitime. Super. Sauf que ce n'est que la moitié du travail. Parce que le fisc, lui, il ne croit pas sur parole. Il veut des preuves, du concret, des justificatifs. Sans ça, même la meilleure des raisons peut être balayée. Alors, comment on construit un dossier en béton? Il faut être super méticuleux. Il faut pouvoir raconter l'histoire du voyage. Quel était l'objectif? Où? Pour combien de jours? Et surtout, le nerf de la guerre, combien ça coûtait en détaillant bien tout. Et la base de la base, on garde tout. Chaque facture, chaque reçu. C'est ça le meilleur bouclier en cas de contrôle. Allez, on passe à la partie qui pique un peu, les chiffres. Parce que même si une dépense est justifiée et prouvée, attention, ce n'est pas open bar. L'administration fiscale israélienne a fixé des limites, des plafonds à ne pas dépasser. Commençons par les billets d'avion, c'est le plus simple. Que le voyage soit en classe éco ou en classe affaires, aucun problème, le billet passe à 100%. Par contre, si on a envie de se faire plaisir en première classe, le fisc met le holà. Il considère que le luxe n'est pas une nécessité pro. La dépense est donc plafonnée au prix d'un billet en classe affaires. Logique finalement. Passons maintenant au logement. Alors là, les règles sont un peu plus subtiles. Pour les séjours de moins de 90 nuits, les plafonds ne sont pas les mêmes au début et à la fin du séjour. Pour la première semaine, les 7 premières nuits, le fisc est assez généreux. On peut déduire jusqu'à 346 $ par nuit. C'est une façon de reconnaître que les séjours courts, souvent réservés à la dernière minute, peuvent coûter plus cher. Mais dès la 8e nuit, les règles changent. Si la nuit coûte moins de 152 $, on déduit 100%. Simple. Si elle coûte plus de 260 $, on ne peut déduire que 75% du montant total, tout en garantissant une déduction minimum de 152 $. En fait, c'est une manière d'inciter à la modération sur les séjours un peu plus longs. Bon, on a l'avion et l'hôtel. Mais quid des repas, des taxis, des petits frais du quotidien? Pour éviter d'avoir à garder chaque ticket de caisse, le fisc propose un système bien pratique. Un forfait journalier, le fameux per diem. Et là, pas besoin de justificatif. Le montant de ce forfait va dépendre d'une chose simple. Est-ce que l'hébergement est payé par ailleurs? Si c'est le cas et que les frais d'hôtel sont déduits, le forfait est de 97 $ par jour. Si, au contraire, il n'y a pas de frais de logement, par exemple si on est hébergé gratuitement, le forfait grimpe à 162 $ pour compenser. Et si on a besoin de louer une voiture sur place? Là aussi, un plafond existe. On peut déduire jusqu'à 76 $ par jour pour la location. C'est clair et net. Voilà pour les règles générales. Mais comme toujours en fiscalité, le diable se cache dans les détails. Il y a quelques exceptions et subtilités à connaître qui peuvent vraiment faire la différence. Et là, attention, c'est le super bon plan à connaître. Le fisc israélien n'est pas naïf, il sait que le coût de la vie n'est pas le même partout. Du coup, pour une liste de pays jugés plus chers, comme la France, la Belgique ou la Suisse, eh bien tous les plafonds qu'on vient de voir sont majorés de 25%. C'est une info en or pour les voyages en Europe.
Pour que ce soit bien concret, notre forfait journalier sans nuitée, qui était de 162 $, eh bien, pour un voyage en France, il passe à 202 $. Multiplié par le nombre de jours, ça commence à faire une belle différence. Au final, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que la gestion des frais de voyage, ce n'est pas juste une corvée administrative, non, c'est un véritable levier d'optimisation. Chaque dépense bien documentée et déclarée dans les règles, c'est de l'impôt et des charges sociales en moins à payer. C'est aussi simple et puissant que ça. Et pour finir, la question qui tue. Que se passe-t-il si on prolonge un déplacement pro de quelques jours pour des vacances? Ah, là on entre dans une zone grise. La règle absolue est de séparer de manière ultra stricte les dépenses. Mais honnêtement, c'est typiquement le cas où l'avis d'un expert est plus que recommandé. C'est une bonne question à méditer avant le prochain départ.